En guise d'ouverture des débats, ce que vous avez fait avec Proust, c'est-à-dire dire Barthes et moi. Au fond, qu'est-ce que les écrits de Roland Barthes ont pu représenter pour moi? Ben moi, oui. On n'aime pas dire moi, finalement, dans le monde intellectuel. Mais finalement, je dois dire qu'à chaque pas de ma vie, ça a été quelque chose de fondamental. Il y a deux écrivains qui ont exercé cette espèce de fascination, de fonction paternelle, ou plutôt fraternelle dans un cadre, celui de Barthes, et paternelle dans un autre, celui de Sartre. Pendant toute une partie de ma vie, j'ai vraiment senti Sartre comme une lumière, comme une sorte de père. Barthes étant heureusement plus jeune, ne pouvait pas avoir la même fonction, mais le rôle d'aîné. Alors qu'est-ce que c'est qu'un aîné dans le domaine intellectuel? Ça se demanderait toute une élucidation. C'est quelqu'un qui à la fois vous éclaire et vous autorise. Ça, c'est une notion. Avec Sartre, je me sentais autorisé, par exemple, chose très bête, à essayer de lire Corneille dans ma maintenant lointaine jeunesse, non plus du tout en fonction d'histoire littéraire telle qu'on nous l'avait enseignée, y compris à l'école normale, mais c'était un fantasme d'époque. Pourquoi pas y voir le drame de la liberté contre la nature, de tout ce qu'on voulait, et alors de libérer brusquement ce vieil auteur à réputation d'emmerdeur presque professionnel était redevenu pour moi à l'époque fascinant, neuf. Et avec Barthes, c'est pareil, dans notre domaine, chaque pas de sa carrière ouvrait un droit de lire, par exemple, Michelet, non plus comme un des porte-parole de la République, mais comme un homme tourmenté, obsédé d'une imagination matérielle étonnante, comme disait Bachelard, etc. Voilà ce que ça représentait pour moi. Maintenant, c'est aussi quelqu'un avec qui on a des débats. C'est-à-dire que il vous irrite aussi dans les meilleurs sens du terme. Il y a une valeur de provocation, comme je le lui disais d'ailleurs à table aujourd'hui, son fameux mot qu'on va bientôt pouvoir lire, puisque la leçon inaugurale vient d'être publiée, que la langue est fasciste. Ça, à Paris, j'ai entendu des gens qui se trouvaient mal devant cette formule, eh bien, prise hors contexte d'ailleurs. De la même manière, il y a des fois, quand je lis Barthes, il dit mais non, il y a un dialogue qui se crée, quelque chose de très fort, un mot qu'il emploie lui-même, il y a une érotisation du débat intellectuel. Ce n'est pas du tout des thèses, au sens où, bon, on est d'accord, pas d'accord, c'est pas on lit Saussure, il n'y a pas d'érotisme, enfin pour moi en tout cas, il n'y a pas de rapport érotique à Saussure, c'est vrai ou c'est faux, c'est passionnant, on apprend des tas de choses, mais ça ne me fait pas brusquement voir ma propre image et me choisir en face de cette image. Quand on lit Barthes, on est forcé, il n'y a pas moyen, on est délogé de la position qu'on occupait auparavant. C'est pas quelqu'un qu'on lit pour apprendre quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont, il me pardonnera de dire, plus sérieux au sens de l'esprit de sérieux, qui vous feront de la sémantique et de la logique. Mais de jeu de miroir où on se voit en voyant l'autre, non pas en s'identifiant, mais en se voyant à travers l'autre, c'est quelque chose que j'ai ressenti tout au long de ma vie, que je continue à ressentir. C'est la position paradoxale de cet écrivain qui est arrivé comment dirais-je, à une position littéralement unique en France, et peut-être même dans le monde à l'heure actuelle. Hier soir, j'étais très touché en tant que Français de voir l'afflux d'une foule dont on a d'ailleurs dû refuser des dizaines et des dizaines à la porte pour venir entendre une conférence en français. C'est quand même quelque chose de touchant. Alors je parle d'abord en tant que Français, puis ensuite en tant qu'écrivain. D'où vient cette source de rayonnement? Et je crois que c'est Barthes lui-même qui nous donne la réponse, et c'est là-dessus que je terminerai, pour lancer le débat ou la discussion, dans un passage de son Barthes par Barthes, la chambre d'écho. Par rapport au système qui l'entoure, qu'est-il? Plutôt une chambre d'écho. Il reproduit mal les pensées, il suit les mots, il rend visite, c'est-à-dire hommage au vocabulaire, il invoque les notions, il les répète sous un nom, il se sert de ce nom comme d'un emblème, pratiquant ainsi une sorte d'idéographie philosophique, et cet emblème le dispense d'approfondir le système dont il est le signifiant, qui simplement lui fait signe. Venu de la psychanalyse et semblant y rester, transfère, cependant quitte allègrement la situation édipéenne. Lacanien
imaginaire s'étend jusqu'aux confins de l'amour-propre classique. La mauvaise foi sort du système sartrien pour rejoindre la critique mythologique. Bourgeois reçoit toute la charge marxiste, mais déborde sans cesse vers l'esthétique et l'éthique. De la sorte, sans doute, les mots se transportent, les systèmes communiquent. La modernité, voilà une merveilleuse formule, la modernité est essayée comme on essaye tous les boutons d'un poste de radio dont on ne connaît pas le maniement. Mais l'intertexte ainsi créé est à la lettre superficiel. On adhère libéralement. Le nom philosophique, psychanalytique, politique, scientifique garde avec son système d'origine un cordon qui n'est pas coupé, mais qui reste tenace et flottant. La raison de cela est sans doute qu'on ne peut en même temps approfondir et désirer un mot. Chez lui, le désir du mot l'emporte, mais de ce plaisir fait partie une sorte de vibration doctrinale. Et bien cette vibration-là, je crois que, vous voyez, elle a traversé l'Atlantique, elle a traversé les frontières. Il y a là un rapport très curieux, et peut-être on pourrait commencer par ça, ce rapport que vous avez avec, au fond, vous avez fait de la critique jusqu'à présent, et votre charme et votre position unique, c'est qu'au fond, vous avez fait de la critique en poète. Car le désir du mot et le jeu et la jouissance, le jouir du mot, plutôt que son approfondissement au sens de la construction conceptualisante, est-ce que ce n'est pas avoir, au fond, traité le domaine de la critique avec les yeux, la sensibilité et aussi l'écriture d'un poète? Voilà la question que ce qui crée entre vous et la critique d'ailleurs universitaire une marge à jamais incomblée, heureusement, et incomblable, mais aussi par rapport à l'écriture, disons, franchement délirante d'un Solaire soudain, là aussi une marge à quant à soi, une reprise de l'écriture par le style, pour employer vos propres catégories, qui fait que vous êtes là, comme ça, tout seul, à un certain niveau, à la fois coupé d'une université encore engagée dans son discours du concept, et aussi alors de l'écriture peut-être libérée de sa syntaxe traditionnelle, de ses carcans traditionnels, dans une espèce de jouissance du mot et du dire. Voilà, je m'arrête là. Comment est-ce que vous situeriez dans ce... Donc, je suis très touché par votre description, mais dans la mesure où tout de même je la ressens comme valorisante, je n'ose pas y ajouter quelque chose. C'est pas une critique. Non, je veux dire par là que non, ceci pose le problème effectivement de savoir ce que je peux dire aujourd'hui, car c'est des dangers de la situation informelle et des dangers de la liberté. On commence par invoquer la liberté, mais ensuite on ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc effectivement, il faudrait savoir un petit peu comment je peux vous parler ou vous répondre. Hein. Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien si... Là, c'est-à-dire sur ce qu'a dit Serge Dubrovsky, bon, à tout instant, je pourrais digresser, disons, mais je ne l'ai pas noté. Hein. Mais à tout instant, je pourrais effectivement digresser. Par exemple, on pourrait se demander tous ensemble si actuellement il y a vraiment un discours universitaire, il y a encore un discours universitaire par rapport auquel on pourrait prendre ces distances. Est-ce qu'il existe encore? Il n'y a même plus de point de distance, finalement, n'est-ce pas? Mais effectivement, moi j'ai commencé à écrire et à travailler à un moment où il y avait encore un discours universitaire, et par conséquent, il y avait une dialectique qui s'installait par rapport à ce discours. Mais aujourd'hui, ça c'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas comment vous le ressentez ici, ou comment les amis français qui sont ici le ressentent. Donc vous vous sentez moins isolé que Dubrovsky ne le pense, peut-être? Ah oui, absolument, même pas isolé, mais le paradigme s'est effondré, c'est-à-dire que ma position n'est plus sémantiquement une position d'excentricité par rapport à ce pôle-là. Mais peut-être que je me fais des illusions optimistes, peut-être qu'au contraire, il y a encore des résistances de type universitaire, mais elles se sont plutôt déplacées, les résistances. Alors là, on pourrait enchaîner et digresser, n'est-ce pas, sur là où ça résiste à un certain discours. Est-ce que c'est vraiment dans l'université?
je pense que ça s'est plutôt déplacé vers ce qu'on appelle les masses médias, hein, certaines presses, même jusqu'à la télévision, dans la mesure où ces problèmes-là y ont accès. Il y a une résistance évidemment qui s'exerce toujours contre un certain langage. On en a eu un exemple récent à travers ce livre, d'ailleurs que je n'ai pas lu, qui me concerne, enfin qui est une mise en cause et peut-être une mise en boîte à ce qu'on m'a dit de ma façon de m'exprimer. Mais je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Mais quel livre? Eh bien, le livre, je ne sais même... Enfin, en bon sujet de l'inconscient, j'ai complètement oublié le nom des auteurs. Et sincèrement, je veux dire que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas leur nom, mais il y a eu un livre qui s'appelle Le Barque Centaine. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas le livre lui-même, si vous voulez, c'est qu'effectivement, à ma grande stupéfaction, comme d'ailleurs du temps de l'histoire Picard, ça a été repris, ça a été orchestré, n'est-ce pas, par une certaine presse. Mais encore une fois, cette presse n'est plus universitaire, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, ou je ne sais pas, l'affaire Picard c'est de 65 à peu près, donc il y a 15 ans ou 13 ans, la résistance était vraiment dénommée universitaire. Elle venait de l'université, et par là même, je dirais d'ailleurs qu'elle avait une autre qualité, malgré tout. Vous voyez? Tandis que maintenant, c'est même plus ça. La résistance, bon, évidemment, elle existe, de temps en temps on l'aperçoit comme ça, mais elle existe au niveau d'une espèce de manipulation masse médiatique qui s'en prend au langage. C'est un thème très, très ancien. Alors ça s'est déplacé, ça c'est un phénomène sociologique. Est-ce que vous déplacez vous-même par rapport à cette évidemment, résistance la ruse de l'histoire, n'est-ce pas, c'est qu'on me coince sur mon jargon au moment où je crois sincèrement en avoir beaucoup moins. Mais c'est toujours comme ça que les choses se passent. C'est quand on est innocent, c'est quand on devient innocent qu'on vous accuse, pas de ce que vous avez été avant. Est-ce que je peux vous citer oui, je vous en prie. La courbe folle de l'Imago, RP, lequel on croit qu'on peut lire Raymond Picard, professeur de Sorbonne, me prenait en son temps pour un imposteur. TD, lui, me prend pour un professeur de Sorbonne, et là, une maxime de La Rochefoucauld, ce n'est pas la diversité des opinions qui étonne et excite, c'est leur exacte contrariété. Vous êtes quand même pris justement dans ce retournement du pour au contre. Ah oui, TD, c'est Tony Duvert. Non, c'est une conversation, c'est purement factuel. Oui, Tony Duvert me prenait pour une vieille barbe de la Sorbonne. Comment est-ce que vous voyez entre ces deux discours dont vous dites, ce n'est pas la diversité, c'est leur exacte contrariété? Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours un problème personnel vis-à-vis de l'Imago, n'est-ce pas? Ça, je l'ai dit souvent, je l'ai redit d'ailleurs dans le colloque de Cerisy qui vient de paraître en volume, où j'ai fait une intervention au milieu de bien d'autres interventions, et mon intervention porte précisément sur ce problème de l'image. Existentiellement, si on peut reprendre ce mot, qui n'est plus à la mode, mais que j'aime toujours, existentiellement, je souhaite, c'est-à-dire mon utopie à moi en tant que sujet, c'est d'être sans image, sans imago, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. L'image me fait toujours un peu souffrir, même quand elle est bonne. Elle me fait peut-être un peu moins souffrir quand elle est bonne, mais elle me fait tout de même toujours un peu souffrir, et c'est normal, n'est-ce pas, parce que se voir en image, c'est se voir en objet, puisqu'on est posé comme ça, comme un objet dans la conscience des autres, et c'est quelque chose finalement d'insupportable, en un sens. Même si c'est flatteur, c'est insupportable. Bon, donc je voulais dire que sur ce que vous avez dit, il y a certainement des tas de points de digression possibles, mais ce que vous avez dit ne comporte pas vraiment une question, donc je ne sais pas très bien comment enchaîner là-dessus, mais il vaudrait mieux peut-être faire courir le furet. À la façon de question, après, ou aux expressions. On peut peut-être demander à quelqu'un de l'assistance de faire ce que j'ai essayé de faire personnellement, c'est-à-dire Barthélemy, qu'est-ce que vous auriez à lui demander quand vous le lisez, qu'est-ce que ça vous fait, quel effet de sens
d'affectivité ou autre, cela déclenche en vous, battez-vous au pluriel. Oui, mais oui, bien sûr, ça me passionnera, mais je ne pourrai pas non plus beaucoup intervenir. Mais enfin, cela dit, tant que ça me décharge de toute responsabilité, je suis absolument d'accord pour ce genre de procédure. Oui, monsieur. Ah, voilà. Oui. Oui. Oui, oui, non, non, non. Donc, Théosis, donc texte. Oui. Parce que la littérature représente un monde unique, alors que le texte, mais au sein de l'infini possibilité, le langage, on est dans le texte. Ce qui m'intéresserait, c'est quel est le fonctionnement de l'écriture dans votre sens par rapport à ce texte d'expression. Ça, c'est une question très... C'est très bien comme question, mais c'est difficile parce que je ne pense plus exactement la même chose. Vous comprenez? Ça, c'est un texte qui date d'une époque où j'étais très aliéné, disons, à la théorie du texte, aliéné ou attaché à la théorie du texte, c'est-à-dire où effectivement je faisais le texte comme de l'ordre de la signifiance, de la sémiosis, c'est-à-dire une sorte de mise en scène perpétuelle du signifiant, sans signifier, enfin, le signifié passant, traversant, n'étant jamais retenu, et où par conséquent ça me permettait d'être théoriquement, en tout cas, absolument en accord avec les textes les plus modernes. Hein, les textes les plus modernes. Or, en réalité, ensuite, par exemple, si on se reporte à la leçon inaugurale que j'ai faite au collège, donc qui est parue maintenant, là, au contraire, je suis revenu à une idée de la littérature comme ordre du savoir, et au contraire comme discours dépositaire d'un savoir absolument irremplaçable, voyez-vous. Et même maintenant, je me demande si il ne faut pas revenir à une certaine idée de la mimésis dans les textes qu'on fait. Hier, j'ai parlé d'un roman. Ça me paraît difficile d'envisager de faire un roman sans accepter des procédures de représentation, c'est-à-dire de mimésis, dans le roman qu'on va faire. Alors, tout cela, pour résumer, c'est parce que maintenant, je me pose des questions sur l'avant-garde. Je suis moins inconditionnel de ce qu'on appelait l'avant-garde qu'il y a 4 ou 5 ans. Je vous avais déjà posé cette question dans un but d'égoïste, parce que j'ai besoin d'une définition, parce que vous dites sur l'écriture. Ah oui, mais c'est... Oui, mais... Non, mais je me bloquer dans ma tête. Oui, mais... Vous dites écriture, on ne pensez pas. Que vous dites? Oui, mais alors je vais essayer de vous répondre, mais vous me demandez une définition d'une époque où je pouvais la donner, alors que maintenant je ne suis plus attaché tellement. Ah, n'allons pas si vite, enfin, ne me coincez pas trop, hein, ne me coincez pas trop vite. Non, l'écriture. Bon, l'écriture, pour moi, disons, c'est un type de langage ou un ordre de discours, une pratique de discours où le sujet qui écrit assume d'une certaine façon l'énonciation. Il s'assume comme sujet de l'énonciation. Voilà ce que c'est que l'écriture. Alors là, je reviens à une distinction que j'avais proposée il y a très longtemps entre écrivance et écriture, et qui reste à ce moment-là valable. L'écrivance, c'est là où celui qui écrit ne s'assume pas comme sujet humain de ce qu'il écrit. Par exemple, je ne sais pas, un article de sociologie, on en parlait hier entre nous, un article de sociologie est dans l'écrivance parce que le sociologue, en principe, ne s'assume pas comme sujet de ce qu'il écrit. Sauf s'il se divise en deux, comme le maître Jacques de Molière, c'est-à-dire que, d'une part, il peut écrire des traités de sociologie ou des analyses de société, il est dans l'écrivance, mais à côté, il va tenir un journal, comme Touraine, et à ce moment-là, il sera, qu'il le veuille ou non, dans l'écriture.
cette écriture peut être ratée, ça c'est une autre question, c'est une question de style. Hein. On peut être dans l'écriture sans avoir de style, d'une certaine façon. Je l'ai écrit à une autre façon, oui, parce que je finis par le style, c'est-à-dire je crois que finalement, effectivement, à partir du moment où on s'assume comme sujet écrivant, à ce moment-là, on retrouve un problème de valeur de l'écriture, et à ce moment-là, on se pose un problème de style. Mais en principe, on peut très bien être dans l'écriture sans se poser tout de suite les problèmes du style. Vous avez par exemple, là on parle à bâton rompu, là, vraiment. Vous avez par exemple ce journal dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Libération, où il y a un type de discours, les articles sont écrits toujours dans le même style, et surtout les lecteurs qui écrivent pratiquent ce style-là. C'est de l'écriture, et c'est pas du style. Ça passe absolument pas par le relais du style classique, au contraire, ça essaye de bousculer, mais c'est tout de même dans l'écriture parce que le sujet de l'énonciation est présent dans le style, dans l'écriture. Est-ce qu'on pourrait dire que l'écriture du Monde, du journal Le Monde, reste tout de même de l'écrivance très soignée, mais ça reste tout de même de l'écrivance parce que le sujet de l'énonciation est sans cesse gommé. Il est refoulé, il est censuré. Hein? L'écriture, c'est là où le sujet de l'énonciation n'est pas refoulé. Alors évidemment, ça pose des problèmes énormes parce qu'il ne suffit pas de dire « je », de décider qu'on va dire « je » pour ne pas refouler le sujet. Ça peut prendre des relais, des médiations très compliquées. Je ne sais pas très bien, il faudrait l'étudier, ça, si vous voulez. Il faudrait actuellement mettre en chantier une sorte de traité, ou enfin d'analyse générale, effectivement, de l'écriture, du style, de l'énonciation. Peut-être le moment est venu de faire cela. Si j'en avais le courage, je le ferais, je dirais. J'ai envie de faire autre chose. Mais enfin, c'est vraiment une tâche qui correspondrait à un besoin, une demande épistémologique du moment, incontestablement. Est-ce que j'ai à peu près répondu? Oui. Non, mais dites-moi franchement, parce que j'improvise un peu au fur et à mesure de la réponse. Hein? Il n'est pas suffisant de dire je, de l'écriture. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire, strictement nécessaire de dire je. Non, bien sûr. En disant il. Oui. Donc, une fois que tu as éliminé dans le studio grammatical, le sens de l'énonciation, quel est alors le critère pour trouver l'écriture là où elle n'est pas signifiée à travers l'instance? Ce n'est pas donc un critère sémantique qui va déjà au-delà de l'apparence même du signifiant, puisque tu élimines la présence même du signifiant qui porte l'énonciation. Oui, parce que, alors là, bon, je paye un certain tribut à la pensée psychanalytique ou lacanienne, à savoir que le pronom « je » est le pronom même de l'imaginaire. Donc, de toute manière, c'est le pronom du leur, n'est-ce pas? De toute manière, c'est un pronom leurré, le pronom du leur. Alors, où est-ce qu'on peut voir qu'il y a de l'écriture? C'est quand on sent que celui qui écrit a un rapport de désir avec la forme qu'il emploie. C'est-à-dire qu'il ne censure pas cette forme, et c'est là où on retrouve le style, parce que celui qui respecte des canons, des modèles stylistiques, même si ces modèles sont apparemment impersonnels, il pourrait écrire justement des aphorismes comme La Rochefoucauld, mais dans la mesure où il a un rapport de désir ou d'éros avec la forme, et ça se sent tout de suite, à ce moment-là, il est dans l'écriture. Et c'est pour ça que je reviens, les gens qui écrivent dans Libération, ils ont les correspondants, ceux qui écrivent des lettres, ils ont un rapport de désir avec leur forme d'écriture qui n'est pas du tout stylistique, puisqu'ils jouent à écrire un langage parlé. Tu vois ce que je veux dire? Alors donc, effectivement, on ne va pas trouver des marques grammaticales, parce que là, on n'est plus dans la grammaire, on est dans le discours, qui est une espèce d'énergie, d'énergone, qui va contre, justement, la grammaire et contre la langue, qui est appelée à dialectiser la langue
et à être, comme Mallarmé le disait, le supplément de la langue, c'est-à-dire le monnayage, ce que la langue ne peut pas, et c'est là que la langue est fasciste, parce qu'elle oblige à dire des choses, et le discours va être la force qui permet de résister à l'obligation de dire des choses d'une certaine façon, ou à la permission d'en dire d'autres d'une autre façon. Et c'est là, à ce moment-là, que la littérature est nécessaire, qu'elle est posée, enfin elle est posée comme un appel, je dirais, presque révolutionnaire à l'égard de la langue. Alors évidemment, on ne va pas trouver vraiment tout de suite comme ça, systématiquement, des marques grammaticales de l'énonciation, mais on va les chercher, on va les sentir dans l'emploi d'un mot qui impliquera une trace de subjectivité, ou une trace d'inconscient, ou une trace de résistance, etc. Ou une trace de valeur, une trace de jugement. Enfin, il y a 1000 façons, effectivement, par lesquelles le sujet peut tourner la langue pour ne pas se refouler, pour ne pas refouler le désir qu'il a de la langue, ou peut-être le désir qu'il a de l'autre, ou du lecteur, enfin, etc. Je crois que la définition de l'écriture est avant tout, au premier chef, elle est dénégatrice, n'est-ce pas? Elle est là où le sujet de l'énonciation ne se refoule pas. Et par conséquent, où on a, à partir de l'écriture, une vision assez triste, disons, de tous les ordres de discours où visiblement le sujet se refoule. Le sujet se refoule. Et ce sont les discours qui, moi, personnellement, me sont intolérables, au sens propre du mot, intolérables. C'est pour ça que, je ne sais pas, par exemple, si on prend une discipline comme l'histoire, qui est une discipline qui est vraiment dans les sciences humaines, la discipline forte, la discipline noble, enfin, celle qui est vraiment, depuis 100, 200 ans, 150 ans, a fait un immense travail, pas plus qu'aucune science humaine, et qui est encore une science, une discipline extrêmement vivante, enfin extrêmement riche. Eh bien, moi personnellement, j'aime toujours aimer les historiens qui ne se refoulaient pas, quel qu'en soit le danger, n'est-ce pas? Comme Michelet, par exemple. C'est un homme qui a fait de l'histoire sans se refouler, pas sans se fouler. Et au fond, si vous prenez même des historiens infiniment plus intégrés à la discipline comme Lucien Febvre, c'est un homme qui avait une écriture. On peut aimer ou ne pas aimer, n'est-ce pas? C'est un autre problème. Mais il avait une écriture. Il ne se refoulait pas. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une écriture dans le domaine des mathématiques? Parce que je sais que quand on parle à des mathématiciens, c'est vraiment le nom refoulé, il y a vraiment un érotisme par rapport à l'écriture. Oui, mais je... D'autre part, est-ce qu'on peut dire que le formule mathématique... c'est-à-dire, je connais pas du tout, parce que moi, je suis d'une génération où je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais le mythe scolaire opposait vivement, n'est-ce pas, les lettres et les sciences. C'est-à-dire que pratiquement, là encore, la société vous contraint, sauf exception, de mon temps, on était contraint ou d'être bon en lettres ou d'être bon en sciences, mais pas les deux en même temps, n'est-ce pas? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours dans les lycées, le prix d'excellence. Ça existe toujours en France? Le prix d'excellence, par définition, c'était le rara avis, l'oiseau rare, qui était bon en sciences et en lettres. Et c'est pour ça qu'il y avait un prix pour lui, n'est-ce pas, qui était le prix d'excellence. Mais autrement, on était bon en lettres, on était mauvais en sciences et en lettres. Donc, moi, j'étais forcément mauvais en sciences, et je connais très mal les mathématiques. Mais je dirais que je pense que vous avez raison, parce que le discours mathématique, autant que je puisse en juger, c'est-à-dire formellement, ou bien c'est un discours algorithmique, c'est-à-dire par équation, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est du pur signifiant, sans signifier, c'est de la forme, il n'y a aucun signifié. Ou alors, il y a des injections, les injections d'ordre lexical, c'est-à-dire ce qui vient du lexique et non pas des symboles, c'est très, très vigoureusement et très largement et très librement métaphorique. Les grandes métaphores viennent souvent des mathématiques. Les mathématiciens ont des audaces métaphoriques
très très grandes, et même qui ont une sorte de pouvoir d'irrigation du langage intellectuel, n'est-ce pas? Si vous prenez des grands mots qui viennent des mathématiques, l'arbre, n'est-ce pas? La métaphore de l'arbre, la métaphore de la fourmilière, avec Tom, la métaphore de la catastrophe. Et cette année, je vais faire au collège un séminaire interdisciplinaire sur le labyrinthe, sur la métaphore du labyrinthe, parce que justement, c'est une métaphore où les mathématiciens ont quelque chose à dire. C'est une métaphore de mathématiques. Hein? Donc il y a ça, ou bien l'algorithme, ou bien la métaphore. Donc ils sont en pleine littérature, en un sens, ça c'est certain. En disant ceci, vous êtes en train de... Ah, ça, non, je me contredis sûrement, ça. Et vous êtes en train de nous donner précisément de marques sémantiques de... Oui. Moi, je me refoule? Non, ça c'est possible. Non, mais vous disiez précisément que le refouler n'est pas nécessairement perceptible par des marques grammaticales. Oui, oui, oui. Et non, là. À la question sur vous choisissez précisément des marques. Ah, rhétorique n'est pas grammaticale. La métaphore, c'est rhétorique, mais enfin, en principe, c'est l'ordre du discours. C'est une marque de discours, c'est pas une marque de grammaire, justement. Donc il n'y a pas de refoulement à partir du moment. Au contraire, la métaphore est un très bon exemple, parce que si vous prenez des textes d'écrivance, ce que j'appelle l'écrivance, en général, sont des textes qui bannissent la métaphore, ou en tout cas qui ne passeraient que par des métaphores absolument éculées et qui ne sont plus senties comme métaphores. Donc la métaphore, c'est, voilà, vous m'avez fourni au contraire je pense, oui, enfin, on peut discuter de ça, mais je pense que oui. Je pense que oui. Oui, c'est une grande figure de rhétorique. C'est pas dans la grammaire. Donc. Oui, bah, ils ne suffisent pas, rien ne suffit, c'est un procès infini. C'est un procès infini, rien ne suffit, il n'y a pas de fin. On ne peut pas nouer en disant voilà, c'est parfait, il n'y a plus de refoulé. Ça, c'est pas possible, il y a toujours du refoulé. Mais certainement que la rhétorique a été une très grande enfin, un édifice millénaire qui a assuré la circulation du désir et du sujet dans la chose écrite. Il n'y a aucun doute, avec bien sûr toujours les dangers que ça se sclérose, ça se nomme, ça se pacifie, enfin, etc. Bien sûr, toujours. Mais enfin, tout de même, à l'échelle transhistorique, n'est-ce pas, ça a été un appareil absolument merveilleux. Et disons que le moment où la rhétorique au sens classique a été vraiment tout à fait discréditée, c'est-à-dire, je sais pas moi, disons en gros, vers la seconde moitié du XIXe siècle, à ce moment-là est apparu le texte moderne, justement, n'est-ce pas, parce qu'il fallait bien que le sujet réapparaisse d'une certaine façon dans le texte. Hein? En gros, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Oui. Oui. Oui, ça, je comprends bien la question. Je ne peux pas développer parce que vous savez que très souvent, je fonctionne comme ça en posant des utopies, n'est-ce pas? Je pose des utopies, puis en fait, j'en sais rien de plus. Mais ça me permet de respirer un peu. Alors, simplement, ce que je peux dire, c'est que je me demande, n'est-ce pas, on a fonctionné entre 60 et 70, il y a eu une action tout de même vigoureuse, une constitution tout de même d'une avant-garde littéraire, qui au départ a été surtout telle quelle, mais enfin ça a cristallisé tout de même un certain nombre de textes, de manuscrits, etc. Alors la question que je me pose, c'est peut-être que maintenant il faut revenir, peut-être pas en arrière, mais c'est toujours l'image de la spirale, on revient en arrière en un sens, mais à un autre niveau. Parce qu'il est certain que toute cette textualité pose des problèmes, n'est-ce pas, de lecture énormes, et
c'est très difficile tout de même pour un type de discours de rester sans consommateur et sans lecteur très longtemps. Enfin, il y a un moment où tout de même, ne serait-ce que ceux qui écrivent ont besoin tout de même d'un certain accueil, vous comprenez? Alors donc se pose le problème de la lisibilité, et par conséquent, il est très possible que, puis d'autre part, l'avant-garde, ça fonctionne très souvent comme une sorte de surmoi, on n'ose pas y toucher, pour beaucoup d'entre nous. Alors peut-être qu'il faut avoir le courage maintenant de dire par exemple que l'avant-garde peut quelquefois se tromper et qu'à ce moment-là, il faut revenir un petit peu en arrière, pas complètement, il faut revenir juste au point où on va pouvoir repartir dans une autre direction. Pas trop en arrière, n'est-ce pas, mais juste au point où on va repartir peut-être dans une autre direction novatrice et créatrice. Alors pour la mimésis, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait accepter de faire des textes un peu représentatifs, c'est-à-dire fictionnels, qui racontent des histoires, par exemple, pas trop loin en arrière, comme ça, mais pour repartir dans une autre direction, alors avec l'apport, bien sûr, de ce qui s'est passé dans le langage depuis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la possibilité de dire que l'avant-garde se trompe, quelquefois. Oui, je la remanie un petit peu, oui, c'est certain, oui. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas soutenir indéfiniment qu'il va y avoir un scriptible qui va se développer de son côté sans jamais de contact avec le lisible. Donc il faut peut-être revenir à une certaine lisibilité. Ce sont des questions que je me pose, mais ce n'est pas seulement à moi à y répondre, hein, forcément. Oui, il y a des révisions déchirantes, hein, pas seulement en politique, mais aussi en littérature. Alors là, bon, ça c'est un problème du roman proprement dit. Ça, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait le cours du collège, j'ai commencé sur le roman, avec l'idée que je vais le faire même pendant 2 ou 3 ou 4 ans. Alors, cette année, je ne m'occupe pas du tout du personnage ni de l'histoire, mais je pense que l'année prochaine, par exemple, je vais me demander si vraiment il faut du personnage. Ou qu'est-ce qu'on peut faire sans personnage? J'en sais rien, je sais pas du tout. Et ça, c'est bon. Alors, on aura l'occasion d'y revenir sûrement, parce que c'est le problème du roman. Mais effectivement, revenir en arrière, ça serait se poser ce genre de questions. Oui. J'ai quelques questions à vous poser. Oui. Au sujet de vos positions, telles qu'elles se présentent, telles les gammes du livre. Dans les fragments du discours, il y a un texte très court qui précède celui qui s'intitule « Comment j'ai fait ce livre ». Oui. Ce texte n'est ni une préface, ni une épigraphe, il n'y a pas de nom, Oui. peut-être même de nom de livre. Oui. Et dans ce texte, vous parlez d'une affirmation. Et vous dites qu'une extrême solitude du discours contraint cette affirmation. Alors, ma question porte sur cette affirmation justement. Est-ce que cette affirmation, qui est, vous la définissez comme le Dieu et le sujet du livre, Oui. est-ce que cette affirmation est l'affirmation d'une présence? Et dans ce sens, en quoi elle serait différente des différentes poétiques dont on parle? Les différentes... Des poétiques du refus, par exemple, si c'est une affirmation. Et par présence, si cette affirmation est une présence, je ne pense pas du tout à une idée de transcendance, mais une présence, comme on parle pour bonne foi, dans l'acte de Dieu de la poésie, que la présence est un l'acte de lui-même fun. Alors, est-ce que cette affirmation est, sinon un retour à un langage qui n'est pas celui de l'effacement ou celui du silence, est-ce que c'est une nouvelle manière de dire oui? Et parce que vous mettez en scène dans les fragments, vous mettez quand même un jeu, même si ce jeu est traversé par différents textes, par la culture, ou par des souvenirs de conversation, vous mettez un jeu. Ou tout au contraire, est-ce que cette affirmation, peut-être vous intervenez dans ce type de texte, c'est une fausse piste, c'est-à-dire encore un masque de l'écriture. Et le fait même de choisir de parler d'une affirmation, si c'est un masque, est-ce que ce n'est pas quand même la tentation de l'affirmation? Et alors par rapport à ce que vous disiez hier soir en terminant votre conférence sur l'hypothèse mathématique, est-ce que vous ne vous placez pas dans cette perspective du projet sous
est-il le signe d'une nouvelle aventure d'une écriture positiviste? Ça, c'est une première question. Oui. Je crois que la fin est assez elliptique, c'est une ellipse, c'est un raccourci. Ça fait peut-être une bouteille. Non, bien sûr. Bon, alors, moi, je trouve très bien tout ce que vous avez dit. Je veux dire que, comme toujours, heureusement que Dubrovsky a lu un texte de moi qui définit très très bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je me sens d'accord avec chaque seconde de ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Mais à la fin, je suis un peu perdu tout de même. Non, vous avez parlé de... Vous mettiez en position de projet. Oui. Et je sais pas si c'est une boutade vraiment pour terminer. Oui. Vous aviez dit, peut-être je n'ai jamais été si oui. Scientifique. Oui. Donc, au moment où je retourne, je redécouvre la majorité. En fait. Oui. Alors, est-ce que c'est pas sous le signe d'un nouveau positivisme? Ah, j'ai dit d'une nuova scienza, une nouvelle science. J'ai dit le mot. Hein. D'accord. Oui. Alors, dans nuova scienza, c'est nuova qui est important. Hein. Et pourquoi pas? Oui, mais bien c'est ensemble. Mais enfin, vous avez l'air d'enlever nuova. Hein? Si vous dites positiviste, il n'y a plus le positivisme, c'est pas une nouvelle science. Bon, mais enfin, ça c'est commencé par la fin de votre intervention. Le début, n'est-ce pas, le mot affirmation, alors là on revient aussi au texte de Dubrovsky, a donc, semble-t-il, fort bien choisi, puisqu'on le retrouve très souvent, c'est-à-dire, c'est les mots échos, c'est-à-dire les mots qui sont dans la chambre d'écho, et ce mot-là est essentiellement, exclusivement, avec toute la déformation que ça comporte, un mot nietzschéen, n'est-ce pas? C'est l'affirmation au sens nietzschéen, et même pour être plus précis, puisqu'on est entre nous, au sens de Nietzsche revu par Deleuze, n'est-ce pas? Le Nietzsche de Deleuze, où il y a justement la notion d'affirmation, même très bien. Alors voilà, donc le oui, quand vous dites le oui, c'est tout à fait ça, oui, c'est oui. C'est la possibilité de dire oui, mais au sens nietzschéen. Alors je dirais qu'à ce moment-là, le petit texte qui précède représente le projet réel et profond du livre, mais le jeu qui est mis en scène est, lui, vraiment de l'ordre de l'imaginaire. C'est en cela qu'il n'est pas vraiment lui dans l'affirmation. Ce n'est pas l'affirmation du jeu. Non, ce n'est pas l'affirmation du jeu, mais cela dit, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour ça que votre question est très bonne, c'est que, évidemment, mon problème, n'est-ce pas, si je puis dire, mon problème, c'est que je n'arrive peut-être jamais à affirmer autre chose que le jeu psychologique, soit par culture, soit par impossibilité d'être vraiment moderne, c'est possible aussi. Car après tout, les auteurs modernes que j'ai lus et traversés ne sont pas ceux qui ont été pris en charge par la modernité. Je ne suis pas du tout un inconditionnel d'Artaud, ni de Bataille, ni de tous ces gens-là, vous comprenez? Je reste effectivement avec un background de culture classique et même psychologie classique. Ma culture psychologique a été modifiée par le sartrisme, puisque c'est ma génération. Je suis débarqué comme ça à la Libération, j'ai débarqué dans Sartre à ce moment-là, donc je veux dire, ça m'a parlé, vous comprenez. Ensuite, le lacanisme aussi m'a parlé, c'est vrai. Mais malgré tout, je reste toujours sans doute assez prisonnier d'une intériorité qui est de type classique. Mais en même temps, j'ai des postulats intellectuels qui me font désirer, ou des postulations, des désirs intellectuels qui font que j'appelle vers une transformation de ce que je suis sans y arriver vraiment. Et c'est peut-être ce qui correspondrait, décrirait bien cette espèce d'oscillation que Dubrovsky a pointé en disant « Où êtes-vous » enfin, vous êtes pris en... Hein. C'est ça, c'est qu'en réalité, je suis pris entre le classique et le moderne, n'est-ce pas? Et peut-être que, effectivement, dans la petite histoire littéraire ou intellectuelle d'aujourd'hui, je représente ce cas-là, ce cas d'être pris entre le classique et le moderne. Et vous le dites, je pense que je vous relisais ce matin pour cette réunion, et là vous parliez du style, bref, 1000 traces en parlant de votre travail, d'un travail du style, au sens le plus ancien du mot. Or, ce style sert à louer une valeur nouvelle, l'écriture, qui est, elle, débordement, emportement du style vers d'autres régions du langage et du sujet, loin d'un code littéraire classé
code périmé d'une classe condamnée. Cette contradiction s'explique et se justifie peut-être ainsi. Sa manière d'écrire, une justification historique, s'est formée à un moment où l'écriture de l'essai tentait de se renouveler par la combinaison d'intentions politiques, de notions philosophiques et de véritables figures rhétoriques, Sartre en est plein. Mais surtout, le style est en quelque sorte le commencement de l'écriture, même timidement, en s'offrant à de grands risques de récupération, il amorce le règne du signifiant. Donc là, vous l'avez dit très clairement. Oui, alors, donc, je vous ai à peu près, non pas répondu, mais enfin, vous voyez à peu près que... les fragments du discours amoureux, c'est une chose évidemment qui n'a absolument pas été dite dans la critique, et peu importe d'ailleurs, mais dans mon esprit, n'est-ce pas, ça correspondait à un travail un peu théorique tout de même sur l'énonciation. C'était pas seulement, oui, ça a été reçu comme ça, qu'une espèce de confidence, etc. Mais en réalité, moi, je me suis donné beaucoup de mal, mais ça ne s'est pas vu comme toujours. Enfin, je me suis donné beaucoup de mal pour penser l'énonciation dans ce texte-là, pour penser le rapport de mon écriture avec le jeu qui parlait, etc., n'est-ce pas? Et tout le jeu, alors j'y ai eu des références dans la marge, à la fois de culture, de conversation, etc., avait énormément d'importance pour moi. Et c'est pour ça, soit dit en passant, que je suis tout à fait désolé, parce que dans la traduction américaine de ce livre, qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, sans que je l'ai su, on a fait sauter, n'est-ce pas, les références, les initiales qui étaient des références aux amis. On a fait sauter la table finale et on a fait sauter la référence aux amis. Ou en tout cas, on n'a pas donné à la fin la clé de ces références. Et pour moi, ça, c'est une lacune d'ordre théorique. Parce que la théorie de l'énonciation veut justement que je reconnaisse dans la typographie que d'autres pensent dans ma tête. C'est un mot de Brecht. Enfin, d'autres pensent dans ma tête. Je pense peut-être dans la tête des autres, en mettant les choses au mieux, mais d'autres pensent dans ma tête. Et c'est ça que j'ai voulu que le texte soit le témoin de cela, vous comprenez? Et j'ai voulu naturellement que ces autres soient indistinctement des gens très connus comme Werther, n'est-ce pas, ou Rousseau, et en même temps les quelques amis qui m'entourent. Parce que pour moi, c'est la même chose dans mon existentialité, c'est la même chose. Si je dîne avec un ami, qu'on parle, et qu'il m'apporte quelque chose sous forme d'une idée ou d'une sensibilité, ça a exactement la même valeur que si je lis le soir avant de m'endormir une page de Montaigne. C'est la même chose. Dans la chimie de la production, c'est exactement la même chose. Alors ça a sauté dans l'édition américaine. Vous avez dit hier soir que vous déplorez la politisation de la littérature que la France a tendance à politiser les choses. Vous avez parlé de littérature. Est-ce que vous estimez que la politisation de la littérature en France, telle de tel pays, par exemple, est responsable du fait que peut-être l'avant-garde se trompe, s'est figée et se trompe? Bon, après ça c'est compliqué parce que le tel-quelisme n'existe plus en tant que forme de politisation, en tout cas. Je parle des années... Oui, c'est ça, oui. Il y a eu, de toute manière, il y a toujours eu dans le travail tel-quelien, qui est en fait surtout le travail solercien, je dirais, une telle extravagance, au bon sens du terme, pas au sens étymologique du terme, que je pense pas que, moi, c'est pas des formes de politisation qui me mettaient en boule, ça du tout, vous comprenez. Je ne sais pas si c'est la littérature vraiment qui a été très politisée à un moment. C'est l'intelligentsia, oui, d'accord. Enfin, pour moi, le rapport du politique et de l'écriture, c'est le rapport du stéréotype, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que l'écriture ne peut pas avaler, il lui reste dans la gorge, c'est le stéréotype. Or, le politique ne peut fonctionner langagièrement que par des stéréotypes. Alors, il y a donc très vite une incompatibilité. Pas tout de suite, il y a un moment de novation où un discours politique peut être neuf parce qu'il n'est pas dans les stéréotypes, mais très vite, il devient stéréotypé,
Et à ce moment-là, il ne peut pas être de l'écriture. Je pourrais dire que dans un sens, il y a une écriture marxienne. Marx n'est pas dépourvu d'une certaine écriture. Mais le marxisme n'est plus une écriture. Très vite, il ne l'est plus devenu. Il ne l'a plus été. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est ça le problème. L'écriture a des démêlés très sérieux avec le stéréotype. Parce qu'évidemment, le stéréotype, c'est la première puissance de langage qui permet de refouler le sujet. C'est le code à l'état pur, c'est vraiment là où le sujet se refoule à bon marché, à moindre frais. Oui. Est-ce que c'est une transgression dans le sens dostoïevskien, parce que les cinq transgressions. Non, enfin, disons loyalement, pour le moment en tout cas, c'est surtout par rapport à la doxa, et surtout par rapport aux petites doxae, qui sont dans le public intellectuel. C'est pas la grande doxa, mais enfin, nous sommes entourés et même immergés dans des petites doxas. Alors en tout cas, il y a 2 ans, au moment du discours amoureux, j'ai ressenti effectivement une très grande pression de la doxa qui condamnait finalement la sentimentalité amoureuse. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le livre en employant justement le mot d'affirmation, enfin, dans ce sens-là. C'était dans le sens d'une affirmation, le paradoxe comme premier état de l'affirmation. Mais même chez Nietzsche, il y a des tas d'états de l'affirmation. Le dernier état étant finalement la bénédiction, enfin l'amen. Ce n'est pas le cas. Alors, attendez, parce que je digresse beaucoup, je ne sais plus très bien si je réponds vraiment à la question. Oui, alors la sentimentalité, est-ce que la revendication, ou est-ce que l'apologie ou la défense d'un droit au sentiment, c'est-à-dire au pathos, est-ce que c'est menacé d'un glissement de type religieux, finalement? C'est ça votre question. Hein? C'est ça un petit peu. Dostoïevski, enfin pas religieux au sens institutionnel, mais oui, enfin disons une prise de position à l'égard du mal, enfin des notions comme ça. Alors je crois qu'il ne faut pas se refuser. Si on doit être conduit là, eh bien oui, il faut l'accepter, mais il ne faut pas le faire, il faut le faire loyalement, comme ça, savoir exactement si ça répond à quelque chose qu'on est prêt à assumer. Mais enfin, en tout cas, pour moi, n'est-ce pas, je me sens, je dirais, bizarrement plus près de Tolstoï que de Dostoïevski, pour reprendre une opposition absolument mythique. Hein, Tolstoï et Dostoïevski. Alors, finalement, là, je suis en train de relire l'Idiot, justement. Bon, je trouve ça très, très puissant, enfin, très beau, hein, mais je ne me sens pas très à l'aise, tout de même, dans ce monde-là. Tandis que dans le monde tolstoïen, eh ben, j'aime bien ça, je me sens bien. Qui? Moi? Non, je ne crois pas. Non, je serais ravi. Je m'imaginais que ça serait Mais parce que Dostoïevski est mieux porté que Tolstoï, sauf cette année où c'est le centenaire, ou je sais pas quoi, de la naissance, le bicentenaire, ou le 150naire, je ne sais pas très bien. Non, je ne crois pas, parce que je n'ai pas, vous savez, je ne pense pas que je vive et que je travaille sur une conscience aiguë de la faute. Oui, mais enfin, tout de même. Mais la passion de Tolstoï et Proust, c'est surprenant. On dirait non, parce que... Je veux dire, on s'attendrait plutôt à Dostoïevski que Proust. Mais oui, mais je ne suis pas tellement sûr, parce que dans Proust, il n'y a pas non plus une conscience très aiguë de la faute. Justement, c'est l'une
À mon avis, l'un des infléchissements que Painter lui a fait subir, n'est-ce pas, dans sa biographie, de le tirer du côté de la faute vis-à-vis de la mère, et je ne suis pas tellement sûr que ce soit une bonne interprétation. C'est plutôt au niveau de l'écriture même. Oui. Vous savez, c'est tout de même un monde, le monde proustien est un monde, bon, c'est un monde à la fois évidemment qui a ses duretés, enfin qui décrit le monde avec ses duretés et son pessimisme, mais c'est tout de même un monde d'une extraordinaire, qui est dans l'agapé. Enfin, voilà. Malheureusement en français on n'a qu'un mot pour dire l'amour, ou alors le mot charité, mais qui est trop... Mais à la fin il dit que le puis-je en expiation... oui, il doit y avoir, vous connaissez mieux ça que moi, mais... Il y a tout un passage où il y a alors, il met une contraste, alors que le fait d'écrire et pour l'écrivain apporte un bonheur physique comme le sport pour le sportif, et pourtant que depuis en expiation, etc. C'est possible, oui. Il y a une jouissance c'est possible, oui, c'est possible. Oui, d'ailleurs, en effet, son érotique, enfin celle qu'il décrit, en tout cas, de ce côté-là, il y a sur les deux tendances. Enfin, moi, voyez-vous, je suis un lecteur de Proust très euphorique en général. Peut-être parce que je saute les passages. Quand on lit Proust, on saute toujours. Je ne crois pas que... Vous l'avez peut-être lu, pas à pas. Vous avez lu pas à pas Il y a quelqu'un qui l'a lu beaucoup mieux que oui. moi, là-bas. Mais... Non, je lu lire le pas à pas. Est-ce que vraiment on fait le pas à pas? Hein? Oui. Ah ben oui, non mais ça je suis d'accord là-dessus. Exactement. Ah mais je l'ai lu en entier, mais jamais, simplement parce que jamais les mêmes passages. C'est comme ça que l'entier se réalise. C'est la rhapsodie, justement. Je crois que c'est ce qui est caractéristique de Proust. Soi-même, on ne relit jamais deux fois le même texte. Non, exactement. C'est quelque chose d'assez prodigieux. C'est le seul auteur que je connaisse où lorsqu'on reprend la même page, on ne peut pas lire le même texte. Exactement. Non, mais... Plus fort. Ton papa. Oui. Comme vous n'avez jamais, je crois, parlé. C'est juste, oui. 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 Le théâtre, oui. Oui. Alors, on va simplement vous demander quelle est votre relation à la poésie. Oui. Alors oui, ça, voilà, je vais vous dire. Ma relation actuelle, mais on va revenir sur le mot d'actuel, est une position tout de même très sélective. Au fond, j'ai lu peu de poètes, et chez les poètes français, au fond, je le dis franchement, par exemple, je n'aime pas beaucoup Rimbaud, enfin je n'ai pas d'affinité avec Rimbaud, et au fond les poètes français que j'aime, ce sont les poètes métriciens, qui font de la métrique. Baudelaire et Mallarmé et Verlaine. Et après, je décroche finalement. Je décroche. Alors, cela dit, le hasard, donc je reviens sur le mot acte. Alors, voilà, comment expliquer, je ne sais pas, c'est un fait. Je crois que là, on pourrait dire que c'est parce que c'est mon érotique de la phrase qui est engagée là-dedans. J'ai envie, j'ai besoin de phrases, enfin, qui soient toujours bien cernées, qui soient fétichisables un peu, et donc le vers me fournit cette espèce de fétiche, n'est-ce pas? C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup Baudelaire. À un moment, je me rappelle, j'avais parlé avec Benveniste, et il voulait faire un article, je ne sais pas pour quelle revue, sur Baudelaire, justement. Et j'étais passionné par cette idée que Benveniste allait parler de Baudelaire, justement, en linguiste, et d'après ce que j'avais compris, il voulait justement parler de ce problème, finalement, de la syntaxe métrique, du rapport de la syntaxe et de la métrique, qui probablement n'est pas très étudié. Je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais j'ai l'impression que... Alors moi, mon rapport à la poésie française est un rapport donc qui passe par la phrase en tant que objet
comme on dit, thétique, où les choses sont posées, sont en état technique d'une façon très forte. Et c'est ça que j'aime dans la phrase. Ce que n'est pas, à première vue, la poésie qui a été libérée à un moment du vers libre et qui maintenant arrive à un état de textualité tout de même très ouvert, enfin, où la phrase elle-même n'existe plus comme phrase. C'est d'ailleurs en cela que cette poésie textuelle, ou ce qui est appelé poésie, est effectivement sentie comme très moderne, parce que c'est l'appareil thétique de la phrase qui est détruit, qui est dissous, qui est manipulé, qui est détruit. Et c'est à cela que je résiste, évidemment. Cela dit, justement, je dis actuel parce que je suis un peu en train de changer là aussi. Le hasard a fait que j'ai reçu coup sur coup des 4 ou 5 manuscrits, de jeunes évidemment, qui sont de la poésie. On dit ça pour simplifier. Eux-mêmes n'emploieraient peut-être pas le mot, je ne sais pas comment dire maintenant. Et j'ai été frappé tout d'un coup par la qualité que ça avait. Et alors surtout, je commence à m'intéresser au problème alors humain qui fait que des êtres jeunes dans la société actuelle, dans la société française en tout cas actuelle, ont tout de même besoin de cette forme d'expression, n'est-ce pas? Et des êtres qui ne sont pas particulièrement façonnés par la culture, en tout cas par la culture universitaire, n'est-ce pas? Et donc il y a certainement un problème de la poésie. Il y a quelque chose, il y a des êtres qui sont jeunes, qui ne sont pas passés déjà dans le moule littéraire intégral, mais qui ont besoin d'écrire des textes comme ça. Et ces textes, finalement, je les trouve assez bons. Je ne sais pas très bien comment le définir, mais je les trouve assez bons. Alors je me dis que peut-être qu'il faudrait maintenant militer pour la poésie. L'ennui, c'est qu'à ce moment-là, on va être enseveli, n'est-ce pas, sous une masse de textes probablement très souvent mauvais, et en plus, alors, on n'aura aucun critère pour savoir ceux qui sont bons, pour défendre ceux qui sont bons et rejeter ceux qui sont mauvais. C'est-à-dire que ça va poser tout le problème du goût. Mais, vous voyez, c'est à peu près comme ça que je répondrai. Enfin, c'est un entretien où je ne cesse de dire je suis en train de changer. C'est pas très... Vous l'avez dit hier soir. Oui, mais c'est pas très rassurant.